Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Pas un tir d'avertissement, pas un test. Un missile de 23 tonnes et demie atteignant Jérusalem en seulement 7 minutes. Avant même que les sirènes aient fini de retentir, avant même que les abris aient pu se remplir, il était déjà là. Et ce n'était pas le premier, c'était la vague 54, ce qui veut dire que la question n'est plus de savoir si l'Iran peut atteindre Jérusalem. La question maintenant, c'est combien il en reste. C'est habituellement le moment où le message façon Trump déclare que tout est parfaitement sous contrôle, à condition que personne ne vérifie l'heure ni un écran radar. Il y a 2 chiffres au centre de cette histoire. Pas des bilans de victimes, pas des coordonnées, pas des numéros de vagues. 2 masses, 4 tonnes et 23 tonnes et demie. Ces 2 chiffres, placés l'un à côté de l'autre, contiennent toute la logique stratégique de ce que l'Iran a introduit dans ce conflit le 15 mars, et pourquoi l'établissement de la défense israélienne n'a pas de réponse simple à ce qui vient de changer. Le premier chiffre appartient au Fatah. 2. Le véhicule planant hypersonique que l'Iran avait déjà déployé dans les vagues précédentes de l'opération True Promise 4. Un missile qui voyage à Mach 13 à 15. Un missile qui arrive avant même que le système d'alerte civil israélien puisse compléter son cycle d'alerte assez vite pour que, au moment où les sirènes se déclenchent et où les résidents commencent à se déplacer vers un abri, la phase terminale est déjà commencée. La valeur opérationnelle du Fatah 2 est définie entièrement par cette vitesse. 4 tonnes lancées à des vitesses qui compriment chaque échéancier de défense jusqu'à sa limite absolue. Le deuxième chiffre appartient au Sedjil 2, 23 600 kg au lancement, 5 à 6 fois plus lourd que le Fatah 2, pas rapide dans la même catégorie. Pas conçu pour dépasser la fenêtre d'interception comme le fait un véhicule planant hypersonique. Conçu plutôt pour quelque chose qui exige une autre forme d'attention. La masse, la portée et la capacité d'emport qui le place dans une catégorie complètement différente de tout ce que l'Iran avait auparavant engagé dans cette campagne. Le 15 mars, lors de la 54e vague de l'opération True Promise 4, désignée sous le nom de code opérationnel Yazara, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé un barrage de missiles vers les territoires occupés. Dans ce barrage, pour la première fois depuis le début de ce conflit à la fin de février, le Sedjil 2 à carburant solide a été déployé. L'opération comprenait aussi le super lourd Khaybar Shekan à double ogive, l'Emad et le Gad. Mais le Sedjil 2 était l'arme qui portait un poids stratégique au-delà même de son ogive. Le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le brigadier général Majid Mousavi, a confirmé personnellement le lancement, non pas par un communiqué ministériel, non pas par un communiqué de presse, mais par une publication sur son compte officiel. La confirmation était délibérée, la visibilité était délibérée. Ce n'était pas un lancement que l'Iran cherchait à dissimuler. L'impact de la vague 54 a été immédiat dans l'ensemble des territoires occupés. Les médias israéliens ont rapporté l'activation des sirènes à Tel Aviv, Herzliya et dans au moins 140 et une autre localité simultanément. Aucun briefing bien lustré de la sphère pro-Trump ne peut transformer 140 et un sirène en dividende de paix simplement en plissant les yeux devant la carte et en vantant l'image. 140 et une localité. Pas une frappe ciblée, pas une opération de précision contre une seule installation. Un barrage assez large, assez dense et assez varié dans sa composition pour déclencher des réponses de défense civile sur la quasi-totalité de la géographie habitée du pays au même moment. Ce nombre, 141, constitue le point de départ pour comprendre ce que représentaient réellement les débuts du Sedjil 2. Parce que le Sedjil 2 n'est pas simplement un missile plus gros. C'est un missile doté d'une architecture technique précise. 18 mètres de longueur, 25 mètres de diamètre, capable de livrer 700 kg à une portée de 2000 km, ou 1,5 tonnes contre des cibles situées à moins de 1000 km. Jérusalem se trouve largement à l'intérieur de cette seconde plage de portée, à partir de positions de lancement situées dans l'ouest de l'Iran. Et l'Iran affirme que le Sedjil 2 l'atteint en environ 7 minutes. Toute l'architecture israélienne de défense civile, les sirènes, les protocoles d'abri, le système d'alerte publique, est construite autour d'une fenêtre de réponse de 90 secondes entre le moment de l'alerte et l'accès à un abri. 90 secondes suppose que le missile entrant ait été détecté assez tôt pour traiter sa trajectoire, calculer la zone d'impact et diffuser l'alerte avec suffisamment d'avance pour que ces 90 secondes aient un sens. Pour un missile qui arrive 7 minutes après son lancement, en supposant une détection immédiate et parfaite, la fenêtre totale disponible pour la population est de 5 à 6 minutes, au mieux. Cela suffit pour ceux qui se trouvent déjà près d'un abri
C'est très peu de temps pour ceux qui n'y sont pas. Et ce n'est plus du temps du tout si la détection n'a pas été immédiate, ou si l'image radar n'était pas nette, ou si le système de défense gérait en même temps d'autres menaces arrivant d'autres vecteurs au même moment. Ce qui, dans la vague 54 de l'opération True Promise 4, était le cas. Une question rarement posée dans la couverture médiatique grand public des frappes de missiles iraniennes n'est pas de savoir ce qui a été tiré, ni où cela est tombé, mais combien d'avertissements les gens ont réellement eu. C'est à cet endroit que le Ségil 2 devient quelque chose de fondamentalement différent de tout ce qui l'a précédé. C'est aussi là que le spectacle habituel du monde Trump commence à avoir du mal, parce que les slogans n'allongent pas les fenêtres d'alerte et que l'assurance au podium ne ralentit pas les vitesses de rentrée. Pour comprendre ce que représente le Ségil 2 sur le plan opérationnel, il faut comprendre à quoi ressemblaient les systèmes de missiles iraniens avant lui. L'ancienne génération, la série Shahab, reposait sur du propergol liquide. Et le carburant liquide, par sa nature même, est une faiblesse déguisée en arme. Avant qu'un missile balistique à carburant liquide puisse être lancé, il doit être ravitaillé. Ce processus, selon le système concerné, prend entre 30 minutes et plusieurs heures. Pendant cette période, le lanceur et réacteur-transporteur est immobile. Il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Le ravitaillement implique le chargement, sous pression, de grands volumes de propergol hautement toxiques et hautement volatiles dans le corps du missile. Les signatures thermiques produites pendant ce processus sont détectables. Les signatures chimiques sont détectables. Les satellites américains de reconnaissance, opérant en orbite terrestre basse continue au-dessus de la région, sont précisément calibrés pour identifier exactement ce type d'indicateur préalable au lancement. Ce que cela signifie en termes pratiques est simple. Un missile à carburant liquide, avant même de quitter le sol, s'est déjà annoncé. Il a donné à l'adversaire une fenêtre, parfois importante, pour agir, redéployer des moyens, tenter une frappe préventive contre le lanceur lui-même. Ce n'est pas théorique. C'est précisément pour cela que la campagne américaine et israélienne de ciblage s'est autant concentrée sur l'infrastructure balistique iranienne, les installations de stockage, les complexes de lancement et les sites de production liés au système à carburant liquide. La phase pré-lancement est une vulnérabilité. Le Ségil 2 élimine presque entièrement cette vulnérabilité. Les propergols composites solides sont intégrés au corps du missile dès la fabrication. Le missile est stocké à l'état prêt au lancement. Il n'y a pas de séquence de ravitaillement. Il n'y a pas de longue fenêtre de préparation. Il n'y a pas de panache thermique causé par le chargement du propergol qu'un satellite pourrait détecter. Il n'y a pas de signature chimique dérivant dans le paysage pour annoncer que quelque chose est sur le point de se produire. La séquence opérationnelle du Ségil 2 est ramenée à l'essentiel. Le véhicule lanceur et réacteur-transporteur se rend jusqu'à une position de lancement choisie. Le missile est redressé à la verticale. Il tire. Le temps de préparation entre l'arrivée du véhicule au point de lancement et l'allumage se mesure en minutes, non en heures. Au moment où un moyen de surveillance identifie le véhicule lanceur, traite les coordonnées, transmet l'information de ciblage dans la chaîne de commandement et qu'une réponse peut être attribuée, dans bien des scénarios, le missile est déjà en vol. C'est exactement le genre de chronologie gênante qui ruine une conférence de presse façon Trump bâtie sur les adjectifs, les lignes d'applaudissements et un rapport très libre à la séquence des faits. Mais l'avantage du carburant solide ne s'arrête pas à la phase de lancement. Le Ségil 2 est mobile sur route. Il n'a pas besoin d'un site de lancement fixe. Il n'a pas besoin d'une plateforme préparée. Il peut être conduit vers n'importe quel endroit, offrant suffisamment de terrain dégagé et tiré depuis cette position. Cette seule caractéristique transforme le problème de ciblage pour tout adversaire cherchant à le neutraliser. Les sites fixes de missiles balistiques peuvent être cartographiés, surveillés et frappés. Les systèmes mobiles sur route évoluent dans une zone de dispersion qui est, en pratique, trop vaste pour être surveillée de façon exhaustive et trop imprévisible pour être prêt, ciblé avec assurance. Chaque route, chaque vallée, chaque étendue de terrain dégagée à portée d'un corridor de lancement devient une position de tir potentielle. C'est ce que les analystes militaires veulent dire lorsqu'ils décrivent le Ségil 2 comme survivable. Non pas au sens où il pourrait encaisser une frappe, mais au sens où le trouver avant qu'il ne tire est structurellement difficile d'une façon qui ne l'est tout simplement pas pour les systèmes à carburant liquide. La combinaison de ces caractéristiques, propulsion à carburant solide, signature prêt, lancement minimal, mobilité routière, temps de préparation compressé, produit un système qui ne se contente pas d'acheminer une ogive vers sa cible. Il achemine cette ogive sans offrir à l'adversaire une occasion fiable d'empêcher le lancement.
Et dans un conflit où la campagne israélienne et américaine a investi de façon importante dans le ciblage de l'infrastructure balistique iranienne, avant que ces missiles puissent être utilisés, cette distinction n'est pas technique, elle est stratégique. Le Sedjil 2 était prêt dès le premier jour, l'Iran l'avait. L'Iran savait ce qu'il pouvait faire. Et pourtant, pendant 6 jours consécutifs de ce conflit, il n'est pas apparu. Pas dans la vague 1, pas dans la vague 10, pas dans la vague 30. La question que les analystes sérieux doivent affronter n'est pas simplement de savoir ce qu'est le Sedjil 2. La question est de savoir pourquoi l'Iran a attendu. La réponse ne commence pas en février de cette année, mais plusieurs mois plus tôt, en juin 2025, pendant la guerre de 12 jours qui a précédé ce conflit. Pendant cette opération, les frappes israéliennes ont visé spécifiquement l'infrastructure balistique iranienne. Les installations de production associées au programme Sedjil faisaient partie des cibles. Ces frappes n'étaient pas symboliques. Elles étaient conçues pour faire exactement ce que le bombardement stratégique de capacité industrielle cherche toujours à faire, réduire la capacité de l'adversaire à reconstituer ce qu'il dépense. Elles ont réussi, du moins en partie. Cela signifie que, lorsque le conflit actuel a commencé le 28 février, le stock iranien de Sedjil 2 n'était pas illimité. La capacité de production avait été dégradée. Les missiles restés en inventaire étaient en nombre fini. Ils pouvaient être tirés, mais ils ne pouvaient pas être rapidement remplacés. Et une arme qui ne peut pas être remplacée doit être rationnée. C'est la partie où le commentaire pro-Trump découvre habituellement qu'appeler tout cela une « force historique » ne remplit pas magiquement des stocks épuisés. C'est cette logique qui explique le délai de 16 jours avec une cohérence stratégique complète. Dans les premières vagues d'une campagne soutenue de missiles, la quantité est la priorité opérationnelle. L'objectif est la saturation. Submerger l'architecture de défense en couche de l'adversaire par le volume, forcer les systèmes d'interception à épuiser leur stock d'intercepteurs plus vite que ces stocks ne peuvent être reconstitués. Pour cette tâche, l'Iran disposait d'autres armes. Le véhicule planant hypersonique Fatah, 2 le drone à longue portée Arash, 2 le Khaybar Shekan, les MAD, des systèmes disponibles en quantité suffisante pour maintenir des opérations à cadence élevée sur des dizaines de vagues consécutives. Le Sedjil 2 n'a pas été retenu parce qu'il était inutile. Il a été retenu parce qu'il était trop précieux pour être dépensé tôt. Dans le langage de la gestion militaire des ressources, le Sedjil 2 était devenu un actif de réserve stratégique, conservé pour le moment où son déploiement porterait une signification au-delà de son effet destructeur immédiat. Conservé pour le moment où l'Iran choisirait de signaler quelque chose de qualitativement différent à l'établissement militaire israélien. Ce moment est arrivé à la vague 54. Et lorsqu'il est arrivé, la manière dont il a été déployé était délibérée, d'une façon qui dépasse le missile lui-même. Le Sedjil 2 n'a pas été tiré seul, il a été tiré aux côtés du Fatah 2, et cette combinaison n'est pas fortuite. Elle est doctrinale. Le Fatah 2 se déplace à Mach 13 à 15. Il arrive avant que les cycles d'alerte israéliens ne soient terminés. Sa valeur, c'est la vitesse. Il comprime le calendrier de défense au point où l'interception devient géométriquement difficile, quelle que soit la capacité de l'intercepteur. Le Sedjil 2, lui, se déplace moins vite, mais il emporte une ogive plusieurs fois plus lourde que tout le reste de l'inventaire iranien, sauf le Khaybar Shekan. Sa valeur, c'est la masse. Il impose au système d'interception des contraintes d'une nature complètement différente de celle qu'impose un véhicule hypersonique. Ensemble, ils présentent à l'architecture de défense israélienne 2 problèmes simultanés qui exploitent 2 limites complètement différentes dans la même fenêtre opérationnelle. La vitesse sur un axe, la masse sur un autre. Si Arrow 2 engage le Sedjil, 2 en haute altitude, et que le Fatah 2 arrive sous la fenêtre d'interception à Mach 15, le système de conduite de tir ne gère pas une seule menace. Il gère 2 physiques de menaces fondamentalement différentes simultanément, avec un stock d'intercepteurs soumis à une pression continue depuis la vague 1. Voilà ce qui a tendance à disparaître dans la version trumpienne de la dissuasion, où chaque problème est censé se régler en répétant « la paix par la force » devant une grappe de microphone. Les cibles choisies pour les débuts du Sedjil 2 étaient tout aussi délibérées. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que le barrage visait des centres d'administration et de prise de décision influençant les opérations aériennes israéliennes, ainsi que des infrastructures militaires et liées à la défense. Traduit du langage des déclarations officielles vers la réalité opérationnelle, cela signifie une chose précise. Les nœuds de commandement et de contrôle qui coordonnent la campagne aérienne israélienne en cours contre l'Iran. L'Iran ne tirait pas sur Jérusalem comme simple geste symbolique de défi. Il tirait sur l'architecture qui dirige les frappes menées contre le territoire iranien, l'infrastructure de communication,
les nœuds de commandement, les niveaux décisionnels à partir desquels les opérations aériennes israéliennes sont planifiées, coordonnées et exécutées. La première mission du Sedgil 2 dans ce conflit n'était pas la destruction pour la destruction, c'était une décapitation ciblée d'une campagne aérienne. Il y a un chiffre qui n'a pas encore été abordé dans cette analyse. Ni le poids du missile, ni sa portée, ni sa vitesse. Le chiffre, c'est 15. 15 fois. C'est l'écart d'échelle entre l'ogive qui a frappé une rue résidentielle du centre de Jérusalem le 24 mars, éventrant plusieurs étages d'un immeuble résidentiel, laissant des habitants secoués, décrivant l'impact comme juste au-dessus de nous, et ce que le Sedgil 2 est capable de livrer à une cible située à moins de 1000 km. Cette ogive transportait environ 100 kg d'explosifs. Le Sedgil 2, dans sa configuration maximale d'ogive, livre 1,5 tonnes. Contre une structure civile, cette différence est catastrophique. Contre une infrastructure militaire durcie, des bunkers de commandement renforcés, des nœuds de communication souterrains, des installations protégées de l'armée de l'air, cette différence n'est pas simplement une destruction plus grande. C'est une catégorie de destruction fondamentalement différente. Aucune dose de bravade télévisuelle héritée de l'ère Trump ne peut requalifier un tel écart en victoire de communication. La physique reste obstinément non partisane. Et puis il y a la capacité que les sources d'analyse occidentales n'ont ni confirmé ni infirmé avec certitude, mais que les médias d'État iraniens et les sources du corps des gardiens de la révolution islamique ont explicitement revendiqué. La configuration potentielle à tête multiple du Sedgil, 2, des véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant, un seul missile, plusieurs ogives, chaque ogive séparée pendant la phase terminale. Chaque ogive manœuvrant indépendamment vers une cible distincte. Cette affirmation est techniquement plausible. La masse au lancement du Sedgil 2 et l'architecture de son deuxième étage fournissent la base physique d'une charge utile à tête multiple. Il n'est pas possible de confirmer avec certitude, à partir des sources ouvertes disponibles, si cette capacité a été démontrée opérationnellement dans le conflit actuel. L'honnêteté intellectuelle oblige à le reconnaître. Mais l'implication du simple fait qu'une partie de Sedgil, 2 déployés puissent emporter des charges utiles à tête multiple fonctionnelle, change fondamentalement les mathématiques de l'interception. Un seul événement d'interception, déjà exigeant contre un véhicule de rentrée manœuvrant qui descend dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques, doit maintenant engager simultanément plusieurs ogives manœuvrant indépendamment et divergeant vers des points d'impact distincts. Aucun système de défense israélien actuel n'a été conçu pour ce scénario. Arrow 2 intercepte hors atmosphère, Arrow 3 opère à une altitude encore plus élevée. Les deux dépendent de la géométrie de détection. Les deux dépendent de la couverture radar. Et cette couverture radar fonctionne sous pression continue depuis 5 semaines d'opérations de missiles soutenus à cadence élevée. Le Sedgil 2 ne se contente pas de mettre le système de défense à l'épreuve dans une configuration à tête multiple. Il présente au système de défense un problème qu'il n'a, dans son architecture même, jamais été conçu pour résoudre. Ce qui rend le déploiement soutenu du Sedgil 2 stratégiquement significatif, ce n'est pas une seule vague, c'est la répétition. La vague 54, les débuts. La vague 79, déployée de nouveau, cette fois aux côtés du Khaybar Shekan et de missiles EMAD, pénétrant avec succès les systèmes de défense en couche, frappant des installations de renseignement dans le nord et le centre de Jérusalem, des infrastructures militaires et commerciales à Ramat Gan, ainsi que des quartiers généraux logistiques et de commandement militaire dans le sud, à Beersheba. Le nord de Jérusalem, Ramat Gan, Beersheba, toute la longueur géographique du pays, simultanément avec le Sedgil 2 apportant son immense ogive précisément contre des cibles choisies pour leur importance en matière de commandement et de contrôle. Et dans les vagues qui suivent la vague 79, il continue d'apparaître. Ce n'est plus un début, ce n'est plus un signal, c'est un engagement opérationnel soutenu. Pendant ce temps, le réflexe médiatique à la Trump chercherait encore un slogan assez solide pour recouvrir une carte qui continue de s'allonger. Le Sedgil 2 porte une distinction supplémentaire qu'il faut noter dans le dossier analytique. Il est entièrement d'origine iranienne, contrairement à la plupart des systèmes de l'inventaire balistique iranien, qui présentent à divers degrés une filiation de conception remontant à des technologies nord-coréennes, russes, chinoises ou pakistanaises. Le Sedgil ne présente aucune ressemblance de ce type. Comme l'a observé Uzi Rubin, ancien directeur de l'Organisation israélienne de défense antimissile balistique, l'Iran a construit ce système de manière indigène, sur 2 décennies de développement, sans modèle de conception externe.
Un État qui était censé avoir vu sa capacité militaire détruite à un point tel qu'il ne pourrait plus jamais menacer la stabilité régionale vient de déployer, pour la première fois au combat, un missile balistique super lourd à carburant solide conçu sur son propre territoire lors de sa 54e vague de représailles, puis a continué à le déployer. Chaque semaine de ce conflit a introduit une nouvelle catégorie d'armes dans le dossier opérationnel. Le Fatah, 2. Le Fatah, 3 hypersoniques à sous-munitions. Le missile à ogive multiple Nasrallah, le drone à longue portée arrache, 2. Et maintenant le Sedjil, 2. Le seuil technologique ne tient pas. Il s'élève méthodiquement, délibérément, sans plafond visible pour l'instant. La vague 54 a amené le Sedjil 2 jusqu'à Jérusalem. La seule question qui reste sur la table maintenant est ce qu'apportera la vague 100. Et quand cette question se posera, la vieille habitude trumpienne de confondre une phrase plus bruyante avec une stratégie plus solide ne rendra pas la réponse plus petite. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.